Voir l'avenir dans les reliefs et les reflets de glace. Une conférence à Saint-Gervais-Mont-Blanc à la Maison Forte de Haute-Tour. Avec Frédéric Moquet, Emmanuel Salas et Bertrand Stoffles. D'abord, je vais dire quelques mots de nos invités, de façon à ce qu'on puisse apprendre à se connaître et de savoir qui parle. D'abord, donc Emmanuel, donc vous êtes, comme je l'ai dit, écrivaine, et dans vos œuvres, vous travaillez souvent le lien entre les humains et la nature. Et il se trouve que j'ai découvert justement vos travaux par l'intermédiaire de photographes qui travaillent sur la question du paysage et qui m'ont dit, notamment Bertrand, il faut absolument que tu lises l'œuvre d'Emmanuel Salas que pour justement alimenter ta connaissance ou en tout cas plutôt plonger, on va dire, dans des paysages. Plonger, c'est un terme qui est relativement à propos puisque dans votre œuvre, on retrouve cette question de l'eau souvent. Et on peut donner l'exemple de la trilogie des rives qui comprend trois romans, Ligne et Fils, Sauf riverains et enfin Serez-vous des nôtres. Et j'ai aussi amené un livre que j'ai découvert récemment, je fais un peu de publicité pour Emmanuel et aussi pour la librairie de Saint-Gervais, qui est aussi un autre livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Les adolescents troglodytes. Et pourquoi je parle de ce livre-là sans dévoiler l'histoire, c'est aussi parce qu'une des choses qui est très intrigante et originale et importante, je crois, dans cette œuvre d'Emmanuel Salas, c'est que la question du paysage et de notre relation à la nature est traitée notamment à travers des descriptions et des, on va dire, incorporations extrêmement précises de la question de la technique. On va avoir des choses décrites qui relèvent de questions techniques, des barrages, des procédés, etc. Et il se trouve que c'est aussi le sujet de l'exposition. Je vais dire quelques mots pour présenter Bertrand. Il se trouve que Bertrand et Emmanuel ont beaucoup en commun, notamment sur ces questions de paysage, et que Bertrand étudie ou travaille des questions qui sont similaires plutôt à travers la question de la photographie, qui a la particularité d'interroger à la fois la manière dont on regarde les paysages et l'actualité même de ces paysages au prisme de ce qu'on pourrait appeler les grands enjeux environnementaux contemporains. Une des particularités du travail de Bertrand, c'est aussi qu'il s'accompagne ou qu'il accompagne, tu nous diras, d'autres disciplines et qu'il collabore soit avec d'autres photographes, mais aussi avec souvent des chercheurs qui viennent renseigner son travail photographique qui est souvent, même toujours en fait, le résultat ou la traduction ou un outil pour mener des enquêtes qui visent à faire de la photographie aussi quelque chose qui va renseigner et éclairer les situations qui sont représentées. Peut-être que je peux citer quelques œuvres marquante pour toi. Et pour la question de la photographie de paysage, tu as documenté la vallée du Rhône et les rives du Rhône avec un travail qui a abouti en 2015 à un livre. Non, le livre est paru après, non ? C'est 2015, ça fait longtemps déjà, qui s'appelle Rodanie. Tu as aussi travaillé beaucoup plus récemment sur des territoires post-industriels et notamment la vallée de la chimie, qui a donné lieu à une publication récente qui s'intitule La Vallée, qui est issue d'un travail qui a été fait en collaboration avec un autre photographe qui s'appelle Nicolas Giraud. Voilà, il y a d'autres travaux aussi qui sont en cours. Donc tu as travaillé en 2019-2020 sur ces questions de représentation et d'obsolescence, on va dire, des territoires en interrogeant le laboratoire Montagne, puisque tu as fait en 2019-2020 une résidence donc, qui est la résidence de Saint-Gervais, dont j'oublie le nom officiel. Archipel Art Contemporain, merci. Et donc tu as enquêté sur le territoire de Saint-Gervais pour produire l'œuvre Recoller la montagne, dont des extraits sont ici. Donc c'est de cette œuvre-là qu'on va parler plus particulièrement. Et ça me permet de faire aussi le parallèle avec un autre travail qui va être le sujet plus précis de notre discussion, qui est justement Orgel, donc ce roman d'Emmanuel. Donc je vais essayer de dire quelques mots pour résumer l'histoire, sans trop divulgacher le scénario, on va dire. Il n'y a pas de suspense en même temps. Le suspense est intenable dans ce livre, je tiens à vous le dire. Donc, ce qu'on pourrait dire en quelques mots, donc ce roman s'ouvre à l'été 2056.
sur une alarme qui retentit en pleine nuit dans un territoire de montagne dont on comprend que cette alarme justement vise à alarmer la population d'un potentiel danger lié à une poche glaciaire. Nous sommes en 2056. Cette alarme fait entrer en scène aussi deux sœurs qui sont des sœurs jumelles, donc Lucie et Clémence. Lucie habite sur ce territoire dans une grange foraine. Clémence n'est plus là, mais est sur le point de revenir. Donc on a dans ce roman l'articulation de deux événements, de deux menaces d'une certaine manière. La menace d'une sœur, Clémence, dont on comprend qu'elle est relativement... sinon folle, du moins intenable. Il y a la menace de cette sœur jumelle qui a une relation relativement néfaste avec sa sœur, donc la menace du retour de cette sœur-là, donc cette menace qui est assez intime et qui est, on va dire, familiale, voire sororale, qui est mise en miroir avec la menace de cette catastrophe naturelle qui pourrait arriver. À cette menace-là s'articule ou s'ajoute une troisième menace qui est celle que, dans ce contexte de l'été 2056, nous sommes dans une sorte de régime écologique autoritaire qui impose, pour le bien de la nature, mais aussi des populations. Donc on a aussi un écho quand même avec l'exposition, cette notion d'autoritarisme national, un certain comportement écologique qui régit les usages de la montagne. L'autre particularité de ce roman, c'est que il y a trois trames narratives d'une certaine manière qui se font écho. 2056, dans ce territoire de montagne, mais aussi 1892, donc je suppose que la plupart d'entre vous est au courant de la raison pour laquelle cette date est importante ici à Saint-Gervais et ailleurs. Et puis les années 2010, que vous appelez les années 10. Voilà, donc il y a ces trois trames narratives qui s'articulent. Les années 10 étant l'enfance en fait de ces deux personnes et le moment dans lequel se développe cette relation difficile entre ces deux sœurs. Donc vous comprenez peut-être là un petit peu déjà les raisons pour lesquelles j'ai essayé en fait de montrer aussi vos travaux en regard des photographies anciennes que j'étudie. Mais pour préciser ça, j'aimerais qu'on discute quelques éléments. Donc j'ai préparé quelques questions qui sont les mêmes questions, mais auxquelles Emmanuel et Bertrand pourront répondre l'un et l'autre. D'abord, évidemment, vous allez tous me voir venir, c'est Saint-Gervais. C'est la question du rapport à Saint-Gervais et plus largement à ce territoire de montagne et de haute montagne. Donc j'aimerais commencer par Bertrand pour te demander comment, et peut-être redonner quelques éléments de contexte pourquoi, mais aussi comment tu as travaillé pour à la fois renseigner et raconter ce territoire de Saint-Gervais dans ton œuvre. Je parlais tout à l'heure du dispositif de résidence et j'évoquais aussi un petit peu la notion d'enquête. Est-ce que tu peux nous faire rentrer un peu dans les rouages de cette enquête que tu as menée à Saint-Gervais ? Oui, tout à fait. Merci, comme je l'introduis, merci aussi pour cette invitation à discuter avec Emmanuel de ce très beau livre. Sur mon invitation à Saint-Gervais, en fait, ça date donc comme vous l'avez dit, en 2019. C'est dans le cadre donc de la résidence de la Maison Forte de Haute-Tour, où, à l'invitation d'Emma Legrand, la directrice, c'est une invitation qui m'était lancée 2 ans avant, est-ce que j'avais envie de travailler sur la notion de la montagne, est-ce que c'était un domaine en particulier que j'avais envie d'explorer, parce que voilà, je travaille sur des territoires très différents, mais à chaque fois, on va dire que mon processus de travail consiste à investiguer les enjeux et les récits dans un contexte situé, et à partir de celui-ci, je remonte les différents fils d'histoire que je peux attraper et qui viennent générer
ou infléchir des représentations. Donc il y a toujours un peu un lien avec l'imagerie préexistante, une image vernaculaire d'un territoire, et un moment où celle-ci est en train de se fendre ou de basculer en raison de nouvelles données ou de questions comme ça qui surgissent dans ces champs-là. Et quand je me souviens du premier entretien avec Emma Legrand qui me demandait si ça m'intéressait, et de fait, moi ça faisait déjà plus de 10 ans que j'avais vraiment une très forte envie de travailler sur la montagne, parce que c'était en fait en 2005, donc oui, c'était il y a maintenant pile 20 ans. En 2005, j'avais été heurté dans mon imaginaire et dans une représentation de la montagne par la disparition de celle-ci. Pour moi, une montagne faisait partie de ces choses un peu immuables, solides, solides comme un roc, tout ce qu'on peut décliner autour. Et en 2005, j'ai appris aux informations l'effondrement du pilier Bonatti, qui est, dans l'assemblée d'aujourd'hui, je pense que je ne vais pas apprendre ça à grand monde, mais voilà, c'est un alpiniste italien qui a gravi en 1955 une paroi qui est devenue, qui a pris son nom et qui a été invaincue jusque-là. Donc il avait réussi à faire cette ascension et vraiment il fait partie des grands noms de l'alpinisme. Et pile 50 ans après que cette montagne soit enfin vaincue, ou enfin dominée, en tout cas gagnée par l'homme, elle s'effondre. Et elle s'effondre sur l'effet justement de la fonte du permafrost qui s'est accélérée et du réchauffement climatique. Et là, pour moi, il y a eu une prise de conscience, et notamment parce que je savais qu'en plus, elle faisait partie elle était représentée sur l'écusson des guides de Chamonix, et du coup, c'était l'emblème même d'un corps de métier qui, sur cet emblème-là, l'iconographie s'effondre. Donc il y avait une espèce de trauma comme ça, d'image qui tellement acceptée et qui en même temps devient fantôme, puisqu'il s'agit de cela, finalement ça devient une montagne fantôme, elle disparaît, et cherchais depuis assez longtemps comment j'allais pouvoir travailler sur la montagne, travailler avec ces questions du risque, travailler avec comment est-ce qu'on habite et qu'on négocie en fait des modes d'habitation dans ce territoire. Et de fait, en recevant cette invitation, j'ai commencé un petit peu à regarder l'histoire de Saint-Gervais. Et évidemment, il y a ce traumatisme très fort de 1892 et qui en plus a été réactivé dans les années 10. Mais d'ailleurs, je vais aller sur une image, ça sera plus simple. Mais ça va vous donner un peu une idée de la façon dont je peux travailler. En fait, j'essaie de rencontrer le plus de personnes sachant, mais ça peut être des habitants, ça peut être des riverains, enfin, peu importe. Je vais à la rencontre des personnes quand je fais des projets photographiques et je collecte comme ça tout ce que je peux avoir comme histoire. Et là, évidemment, au Fayet, je suis allé au terme en me disant qu'est-ce qui reste de cette catastrophe. Et finalement, il y a une plaque à un endroit, à l'intérieur du centre thermal, il y a des coupures de l'illustration, mais sinon, c'est pas évident d'avoir ce récit-là, cette catastrophe où il y a eu 175 morts, ou cette lave torrentielle qui a tout balayé sur son chemin. Et puis, je me suis interrogé de la présence de cette statue en plein milieu, en plein milieu, en tout cas, longeant la route d'accès au terme, et de ce gros caillou, ce bloc erratique, qui n'en est pas un en fait, mais c'est un des blocs qui s'est détaché de la montagne et qui est arrivé là. Et il faut imaginer qu'en fait, c'était un champ de blocs comme ça qui ont été dynamités pour pouvoir ensuite, après les fouilles, après tout ça, pour pouvoir ensuite recréer cet espace-là, reconstruire, voilà. Et donc, il reste très peu de blocs comme ça, mais il y en a un seul qui a qui est en plus floqué de cette représentation d'un cerf comme ça, assez majestueux, mais il n'y a rien qui vient de légender. Et donc là, ça a été une petite enquête aussi de trouver des personnes qui pourraient en dire plus, et c'est un historien, je crois qu'il est élu à la municipalité, qui m'a appris que ce cerf a été voté, on ne savait plus exactement quand, peut-être dans les années 50, de se dire, il n'y a pas de monument réel, donc il faudra en mettre un. Les animaux ont été les premiers, on raconte ça aussi à Pompéi, on raconte ça sur toutes les catastrophes, les animaux ont une prescience, ou en tout cas sentent arriver le problème, et donc fuient les premiers. Et donc en hommage à ça, ils se sont dit, tiens, on va ouvrir un catalogue de fonderies, et puis tiens, il y a celle pour le sultan de Constantinople qui n'a pas été prise, donc on va la mettre là.
Après, voilà, du coup, je raconte un peu tout ça. C'est ce que, pour répondre à la question, je vais écourter, mais je raconte un peu ça dans mes légendes où j'essaie d'être un peu dans une approche multiscalaire, où on a différentes échelles comme ça, mais temporelles, où on va raconter tant l'histoire du lieu que ses répercussions, ou en tout cas dans un contexte plus mondialisé. Et là, il y avait cette histoire d'une statue dessinée qui représente un cerf d'Europe, mais qui devait aller à Constantinople, finalement, qui atterrit ici. Et de me retrouver à cet endroit-là où, depuis 10 ans en plus, résonnent dans la vallée des différents nouveaux systèmes d'alarme parce qu'on avait trouvé en 2010 une nouvelle poche sous-glaciaire dans le glacier de Tête-Rousse. Et donc on a à nouveau cette même menace qui domine la vallée. Et donc voilà, dans ma légende, je viens à raconter un peu toutes ces histoires-là jusqu'à ce jour où j'ai fait la prise de vue, où il y avait en plus des cailloux qui tombaient sur le côté, des petits cailloux, quoi, mais qui actualisent en quelque sorte toujours cette espèce de tension au lieu. Et j'avais plein d'autres récits que j'ai collectés, mais bon, que j'ai pas forcément. Après, j'essaie pas de faire des chapitres, justement, je suis plus photographe qu'écrivain. Mais voilà, j'essaye de confronter et de ramener ces différentes temporalités en renseignant une image, tout en ne lui donnant pas non plus une explication dans la légende de tout ce qui est dedans. Je laisse beaucoup d'éléments, des images très descriptives pour qu'on puisse se plonger dedans et s'interroger sur pourquoi la présence de certains éléments, qu'est-ce qui se déroule en fait dans ce qui est donné à voir. Merci. C'est intéressant que tu évoques cette idée d'avec une image combiner plusieurs temporalités, c'est-à-dire essayer de faire des images qui à la fois, comme tu le dis, parlent d'un lieu et en même temps parlent d'un enjeu beaucoup plus général, là par exemple la question du risque, ou peut-être comment les mémoires des choses s'inscrivent dans les paysages à travers le fait de faire un signe, un monument qu'on va mettre. Et en même temps, tu parles de plusieurs temporalités, donc le passé, comment ça s'inscrit aujourd'hui, et le risque éventuel futur à travers cette question de l'alarme. Donc il y a aussi 3 temporalités, ce qui me permet de revenir sur Orgel. Et c'est vrai qu'en lisant, Orgel, dont plusieurs extraits sont lus dans l'exposition par une lectrice qui s'appelle Lucie Danlos. Et donc quand vous irez, vous retournerez dans la salle qui est derrière vous, vous verrez des casques qui permettent en fait d'écouter la voix de Lucie Danlos lisant Orgel. Et donc nous avons choisi des extraits pour lesquels j'allais dire la véridicité, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme assez troublante, vous verrez, de détails, de détails, aussi bien dans les termes qui sont employés, les choses qui sont racontées, que dans le flot du récit en fait, et des descriptions qui nous fait vraiment rentrer à la fois dans les événements que vous racontez. Donc on a choisi évidemment des extraits qui sont dans le temps. Je ne sais pas si c'est le temps 1 ou un autre temps, ou si les temps sont linéaires dans le roman, mais en tout cas c'est 1892, qui raconte à la fois la catastrophe et puis un après-catastrophe avec des ingénieurs RTM qui enquêtent et qui ensuite tentent de faire, on aperçoit les images là, les tunnels qui ont vocation à gérer en fait la purge régulière du glacier. Et donc quand on vous lit et qu'on s'intéresse à ces questions-là ou qu'on est habitant de ce territoire, on est quand même assez fasciné par la précision des choses. Et donc on se demande, en tout cas ça a été mon cas, moi qui collectionne ces photos-là, je me suis demandé en fait comment vous avez procédé pour raconter par exemple cette catastrophe, cette après-catastrophe. Moi j'ai vu, en vous lisant, je lis les photos parce que je les connais. Et du coup je me dis, est-ce que vous avez vu les photos pour pouvoir écrire ce que j'ai lu ? Oui. Oui, j'en ai vu certaines, parce qu'elles sont disponibles en ligne, on les trouve. Et c'est la première fois que je viens à Saint-Gervais. Mais Saint-Gervais n'est pas le lieu du livre. C'est le lieu qui me sert de la catastrophe de Saint-Gervais. Je vais procéder autrement. En fait, ça fait depuis des années que je voulais écrire un livre sur les conséquences par ricochet sur la famille des psychoses, c'est-à-dire les effets collatéraux des psychoses sur une famille.
Et quand je veux décrire quelque chose, j'ai besoin d'un contexte, j'ai besoin que ça fasse écho. Et je travaille le paysage comme des personnages. Les paysages dans mes livres, c'est jamais des décors. Et tout est en interaction. Et je n'avais pas de lieu pour cette problématique-là. Et à un moment donné, j'ai entendu parler des purges du glacier de Tête-Rousse. Ça devait être en 2014, 2015. Et instinctivement, sans savoir pourquoi, comment, je me suis dit « Ah tiens, ça m'intéresse ». J'ai commencé à me documenter et parallèlement, j'ai découvert la haute montagne, sachant que moi j'habite en montagne tout court. Je suis à 1300 mètres, mais c'est un plateau qu'a documenté Bertrand, alors que quand je me suis installée, je ne le savais pas. D'ailleurs, les adolescents troglodytes se situent sur ce plateau. Et donc, vers les années 15, 16, 17, j'ai découvert la haute montagne, mais dans les Pyrénées. Enfin, haute, pas forcément plus haute que là où je suis au départ, mais pentue, quoi. Enfin, la grande différence, même si chez nous, on peut quand même se faire des belles balades à 1000 ou 2000 de dénivelé, mais ça reste quand même un paysage très ouvert et très monté, d'ailleurs. On a beaucoup de congères, nous. Mais j'ai découvert les paysages de pente que je ne connaissais que... Je n'ai jamais... Moi, je n'ai jamais fait de ski ni quoi que ce soit. Je connaissais que par le cinéma ou par la littérature, ou par Giono, par exemple. Mais voilà, je ne connaissais pas. Et plus j'avançais dans mon raisonnement, tout en écrivant d'autres livres à l'époque, plus je me disais que cette catastrophe de Saint-Gervais avait un rapport avec mon histoire de violence liée à la maladie psychique. Mais j'avais, moi, mon exploration des Pyrénées. Je me suis dit, tiens, je vais tout fusionner. Enfin, disons que je vais faire un paysage à partir de ces deux montagnes, n'en déplaise aux puristes. Pour les adolescents troglodytes, j'avais déjà fait ça avec 3 plateaux, Vercors, Larzac, plateau ardéchois, qui sont très différents, mais je les avais fusionnés. Alors je me suis dit, pourquoi pas fusionner une vallée précise des Pyrénées, qui est le Val d'Azun, et cette vallée montjoie de Saint-Gervais, où je n'avais jamais été. Par contre, le Val d'Azun, je l'ai exploré en long, en large et en travers, et en haut et en bas. Et voilà, et puis à un moment donné, j'ai eu... alors, je me suis documentée essentiellement par Internet. J'ai lu aussi les magazines de l'époque, de août 92, etc. J'ai regardé pour essayer de comprendre comment ça marchait, tout ce qu'on a fait dans les années 10. J'ai regardé des conférences de Christian Vincent, où je ne comprenais rien avec la procession des protons et tout pour faire l'IRM du glacier. Moi, je ne suis pas scientifique, j'avais beaucoup de mal à comprendre. J'ai regardé justement sur TV Montaigne comment la grue est montée sur le glacier de Tête-Rousse. La description, elle vient du reportage de TV Montaigne, c'est drôle. Et voilà, et je me suis documentée comme ça. Et puis je me suis heurtée à un problème, c'est qu'il me fallait pour mon histoire, ma fiction, que Clémence disparaisse pendant au moins 2, voire 3 décennies. Et il fallait qu'elle disparaisse à l'orée de l'âge adulte. Et donc, j'avais cette temporalité que forcément, ça allait se situer quand ces filles-là avaient 50 ans. Qui était mon âge de l'époque où j'ai écrit le livre. Donc je le connaissais. Mais je me disais, j'ai besoin que l'alarme, la nouvelle alarme de cette vallée, qui donc est très empruntée à celle de Saint-Gervais, résonne dans leur vie de filles et d'adolescentes. Donc je me dis, comment je vais faire? C'est pas possible. Et je ne peux pas déplacer, faire que c'est aujourd'hui et déplacer et que... Par exemple, l'IRM sur le glacier, ce soit dans les années 80, ça ne marchait pas, parce que déjà que je ne comprends pas grand-chose, si en plus je déplace les techniques, ça ne va pas marcher. Donc je me suis dit, allez, et comme en plus j'avais à cette époque-là une étiquette d'écrivain écolo, qui commençait à me faire comme un carcan, à me réduire, quoi, et que je voyais apparaître des écologies de surface que je déteste, c'est-à-dire on fait semblant d'être écolo, on ne change absolument pas le système... actuel de consommation, d'extraction, tout ce qui est... on le voit là,
décrit par Bertrand. Voilà, on reste dans le même système économique, mais on fait semblant. À un moment donné, je suis allée en Suisse en résidence et on m'avait dit attention, ne jette pas ton trognon de pomme n'importe où. Il faut que ça aille dans le compost tel jour, dans telle poubelle. Et à dehors de ça, je les voyais, quelque chose qui ressemblait à un tracteur qui ramassait les poubelles de compost. Et juste derrière la poubelle de compost qu'avaient bien sorti les habitants, il y avait la grosse cylindrée dans le garage. Je me dis, mais c'est absurde, c'est absurde. Donc voilà, ces fausses écologies de surface, ça commençait à m'agacer. Et donc je me suis dit, voyons, poussons le cursus jusqu'au bout. Si on continue ce système économique et on continue à consommer, en particulier la montagne, voilà, comme on le fait depuis un certain nombre d'années, années 10, années 20, années 30, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai essayé d'aggraver tout ce qui se passait au moment où j'écrivais le livre. Ça m'a rattrapé à tel point que le livre est sorti fin août 2021 et en août ou juillet 2021, il y a eu un nouveau rapport du GIEC qui était presque ce que moi j'avais exagéré. Donc ça m'a rattrapé. En fait, c'est pire que ce que j'avais tout exagéré. En fait, je pense que du coup, j'étais en dessous des réalités, quoi. Parce que j'ai rien inventé dans le livre. Tout ce que je décris en l'exagérant existe déjà, y compris les applications pour les marcheurs. Ça existe déjà. Et voilà. Et je me suis dit, voyons, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver à être obligé de réagir au dernier moment et tout va être impossible, quoi. Et donc voilà, je me suis dit, bon, tant pis, je ne suis pas une lectrice de dystopie, ni de science-fiction, ni de quoi que ce soit, je me lance dans ça. Voilà. Donc c'était en fait parce que je vais pouvoir construire. Et donc j'ai fusionné effectivement deux vallées qui ne se ressemblent pas, mais sans être jamais venue. Du coup, tout à l'heure, je suis allée au terme et j'ai tenté de monter par la passerelle, c'était fermé, j'ai refait le tour et je suis redescendue la passerelle et puis je suis remontée pour quand même voir ce lieu que j'avais décrit les yeux fermés. J'en profite pour faire aussi un parallèle. Dans cette exposition, on est d'ailleurs dans une salle qui présente pas mal d'œuvres de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Donc on a cette carte qui est une carte du Mont Blanc faite par Viollet-le-Duc, puis on a les dessins préparatoires, etc. Il se trouve que cet architecte a formé son regard à la nature, nature qu'il a réinjectée dans son travail d'architecte, notamment du patrimoine, etc., en se formant au dessin, en randonnant dans les Pyrénées. Et il a beaucoup dessiné le Val d'Azun. Et il est... Balaytus, oui. Pardon ? Notamment le Balaytus. Oui, ouais. Et donc c'est rigolo parce que il produit ensuite tout ce travail autour du Mont Blanc, de cartographie du Mont Blanc, etc. à la toute fin de sa vie, fin qu'il a commencé dans sa formation intellectuelle dans les Pyrénées. Donc d'une certaine manière, sa vie à lui aussi est une sorte d'assemblage de ces deux choses-là. Peut-être c'était pas exactement l'ordre des considérations que j'avais imaginées, mais peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, donc on l'a dit, Orgel se situe dans ces 3 temps, et donc 2056, régime écologique, le gouvernement a pris d'une certaine manière au mot les impératifs, enfin on va dire les réalités décrites par les études scientifiques, etc. Et donc impose un gouvernement écologique et des règles qui sont notamment... Pardon ? Draconienne. Oui, draconienne, et qui repose beaucoup notamment sur des outils techniques, voire technologiques. Est-ce que vous avez évoqué l'application de randonnée? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous avez imaginé dans ce roman Orgel, tout en nous disant qu'en fait vous avez à peine... J'ai rien imaginé. Voilà. Je me suis renseignée sur tous les projets qu'il y avait, dont certains étaient juste vraiment à l'état de projet, d'autres étaient commencés à développer, mais qui sont très marginaux, mais qui existent réellement. Comme je parle à un moment donné de ces histoires de maintenir des ordures autour des îles, dans les mers, là. Ça existe, il y a des architectes qui ont bossé là-dessus. Non, j'ai vraiment... Tout ce que je décris existe déjà, mais à petite échelle ou est expérimental. Ou les éoliennes transportées par des comment on appelle ça là,
ces ballons-là qu'il y a dans les airs, les montgolfières. Ah Voilà. oui, d'accord. Donc, j'ai rien inventé. Et puis, je me suis renseignée sur tous les mouvements écologiques. Et je me suis rendu compte, et je m'en rends compte aussi en tant que marcheuse, en fait, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et il y a des gens qui considèrent que, par exemple, il n'est pas naturel, l'avortement n'est pas naturel, etc. etc. Donc, j'ai essayé de me dire comment tous ces courants pourraient se réconcilier, et c'est irréconciliable. Et voilà, j'ai imaginé ça, mais c'est pas le... Je ne sais pas si c'est le principal du livre. Non. C'est en fait quelque chose qui cerne les peurs. Et en fait, peut-être j'aurais dû commencer par là. Au départ, Orgel, c'était le titre d'un livre que je voulais écrire sur les maisons qu'on n'habite pas. Moi, j'ai eu, pendant toute une période de ma vie, pour des raisons personnelles pas intéressantes à expliquer, eu des maisons où je n'habitais pas. Et à l'époque, il fallait les mettre Orgel. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Et donc, je voulais écrire sur toutes ces maisons et appeler ce livre Orgel. Ce livre n'existe pas pour le moment. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire-là, je me suis rendu compte de ce que décrivait très bien Bertrand, du fait que, comme la montagne dégèle, tout se casse la gueule. Et le permafrost, etc., il n'y a plus cette emprise qui tient les eaux, qui tient la neige, qui tient tout, quoi. Et tout se casse la gueule, et ça devient dangereux. Et dans la maladie psychique, quand on est en état de crise, seul le gel, qu'il soit chimique ou physique, pour les contentions ou psychanalytique, permet de calmer la personne. Et donc j'ai fait ce parallèle du fait que Clémence, quand elle est gelée, elle est vivable, et sinon, c'est une catastrophe. D'ailleurs, sa mère l'appelait ma petite catastrophe. C'est un débordement. Et alors je me suis dit, tiens, mon titre que j'avais pour l'autre livre, il va aller, parce que c'est le hors-gel qui est dangereux maintenant. Enfin, le dégel qui est dangereux. Voilà. Et donc, c'est hors du gel des médicaments, hors du gel de la montagne. Voilà. Et je trouvais qu'on était dans une époque où ça se délite, quoi. Tout se casse la gueule. Et donc, j'ai imaginé ça encore plus en 2056. Mais... Oui. Et donc, ça se délite, tout se casse la gueule, donc on veut recoller la montagne. J'évoquais cette question d'un gouvernement qui impose un régime climatique, notamment par des dispositifs techniques. Et donc, si ce n'est pas effectivement le plus important dans ce roman, qui est d'abord l'histoire de deux sœurs, et ça c'est très... Et d'un paysage, oui. Et de paysage, mais c'est très intriqué comme vous le disiez. Il y a aussi en filigrane des descriptions, des évocations de comment ce qu'on peut appeler un technosolutionnisme, c'est-à-dire une idée qui s'imposerait selon laquelle les problèmes environnementaux seraient résolus par l'innovation technique, le progrès technique. Donc voilà, il y a effectivement ces systèmes de contrôle aussi des corps, des communautés, des comportements, etc. Et donc cette foi dans un progrès qui nous lancerait encore en avant et qui nous permettrait notamment soit de recoller la montagne, soit d'arrêter de faire en sorte qu'elle se délite, comme vous le disiez. Et c'est vrai que dans ce travail que tu as fait, cette question de la critique du technosolutionnisme et de la manière dont elle fabrique aujourd'hui un comportement et une relation au paysage, c'est quelque chose qui est quand même assez prégnant. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples et peut-être aussi nous dire d'abord si c'est une chose à laquelle tu t'attendais, ou si c'est en travaillant justement dans le territoire dans lequel on est, voilà, est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait remonter cette question-là Je dirais que c'est vraiment le travail sur le terrain et sur les histoires que j'ai comme ça remontées petit à petit, où je me suis rendu compte de cette importance technique, de cette maîtrise, en tout cas, qui est tentée depuis des siècles autour de la montagne. Et si j'ai choisi ce titre de Recoller la montagne, je vous expliquais un peu cette histoire de trauma initial, plutôt d'absence d'image comme ça, parce que
elle tombait. Là ici, il y avait cette histoire-là à nouveau. Et parmi les gens que j'ai rencontrés, évidemment, j'ai vu des cristalliers, des historiens, mais des glaciologues. Et j'ai travaillé avec justement un peu de leur matière de travail, notamment les procédés LIDAR, c'est un système de laser qu'on envoie sur la montagne et qui permet de dessiner en 3D, d'avoir une représentation qui permet après de la faire tourner pour voir la montagne sous tous ses angles, enfin, en creux, en plein, en vide. Et de ça, j'ai essayé de créer des petites vidéos de ces montagnes-là et surtout d'analyser et de produire des images qui n'existaient pas, de cette image toujours qui manque. Puisque comme ils viennent mesurer la montagne avec ce laser où ils l'envoient tous les 5 ans sur un flanc de montagne ou à des diachronies différentes, ça permet si le laser va plus loin, pour dire très simplement, si le laser va plus loin que là où il tapait initialement, ça veut dire qu'il y a un bout qui est tombé. Et donc ça permet de mesurer les fameux mètres cubes, il y a eu tant de mètres cubes qui sont tombés telle année. Voilà. Et ce que j'ai voulu faire, dans ma pratique par ailleurs, je fais différents projets d'observatoire photographique qui consistent à poser un point de vue dans un territoire et de revenir l'observer d'année en année, de le refotographier pour voir un peu ce qui bouge. J'ai appliqué littéralement ça en me disant tiens, je vais superposer deux années, 2 sessions de procédés LIDAR sur la montagne et on va faire un système soustractif où s'il y a des endroits où c'est allé plus loin, on va essayer de dessiner la forme. Donc ça m'a permis de créer des modèles 3D de ces bouts de montagne tombés. Et l'idée, c'était jusqu'au bout, après, d'en recréer des morceaux pour littéralement pouvoir aller les recoller. Alors évidemment, comme c'est assez ambitieux, je me suis dit, on va faire ça à l'échelle de maquette, quoi. Donc on va faire ça à un 200e, voilà. Et ça m'intéressait de voir justement comment ces représentations-là sont en même temps à un moment où on est au fait d'une technologie et presque d'une capacité de soumettre, parce qu'on peut même voir l'intérieur de la montagne avec. Voilà, ça permet de tout voir. Et en même temps, on s'éloigne de ce réel. Enfin, ça nous emmène tellement loin qu'on le touche encore moins. D'où mon nécessaire besoin de revenir à l'image photographique. Et c'est pour ça que dans l'exposition de restitution de résidence, j'avais vraiment une dizaine de photographies au mur, et puis il y avait un système qui montrait ces vidéos de procédés LIDAR, et c'était un système qui les montrait justement. J'ai utilisé des systèmes de monstration du 19e, aussi pour parler aussi de la catastrophe. Enfin, comme tout ça se passe dans une temporalité qui s'étale sur un siècle et demi, là j'utilisais un système de Paper Ghost qui permettait un peu comme faire surgir sur scène un fantôme. On a ça dans la vie politique actuelle, hein. Certains hommes politiques d'extrême gauche apparaissent sur scène comme ça en hologramme. Et c'est un peu le même système, mais c'était un truc utilisé vraiment dans le théâtre, hein, il y a plus d'1 siècle. Et donc on avait ces espèces de présences de montagnes fantômes qui étaient présentes dans l'expo, et j'avais un peu créé, à la façon des cristalliers qui vont collecter dans la montagne des morceaux de roche, j'avais recréé des morceaux de ces montagnes-là, de ces mètres cubes effondrés. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. En fait, j'essaie de répondre à la question de recoller la montagne. Comment est-ce qu'à ma façon, je joue de cette représentation-là, mais évidemment, j'avais aussi en tête les dessins de Viollet-le-Duc et ses représentations. Et d'ailleurs, c'est les mêmes choses qu'il a fait aussi en architecture, où quelque part, il est en capacité comme ça de recréer un élément mieux même qu'il n'avait jamais été. Donc c'est un peu le défaut, le procès qu'on fait à Viollet-le-Duc dans certaines de ses actions sur le patrimoine, mais la façon dont il a modélisé aussi les Alpes était une espèce de geste comme ça, où il représente 2000 ans avant. Enfin, il en fait aussi une uchronie dans une autre temporalité. Donc c'était un peu jouer avec ces différentes représentations. Ceci étant dit, on sent effectivement dans cette idée, même dans ce titre-là, et puis dans cette sorte de fausse naïveté, voilà, qu'on va pouvoir recoller, etc., peut-être une critique sous-jacente d'une illusion de cette foi en la technique
Et dans cette idée qu'on peut en fait remonter le temps, les conséquences de nos comportements vis-à-vis de l'environnement ne peuvent pas être embobinées, il faut faire avec. Quand j'évoquais aussi cette idée de critique sous-jacente ou explicite de ce technosolutionnisme, dans ton travail, sur cette idée de on peut recoller ou recomposer, il y a aussi peut-être cette photographie qui est au rez-de-chaussée de l'exposition qui montre cette magnifique vue de paysage d'une neige immaculée au premier plan et de très beaux sapins au deuxième plan, qui quand on la regarde un peu plus précisément, nous montre aussi un paysage qui contient un procédé technologique qui a vocation à fabriquer de la nature. Et à fabriquer, je te laisse terminer cette explication, quelque chose dont ici sur les pentes de nos chères montagnes, on a de plus en plus besoin. Absolument. Cette image, voilà, concrètement, c'est une image qui est faite sur le domaine skiable de Saint-Gervais. Ce qu'on a au premier plan, en fait, c'est un lac de nivoculture. Donc, c'est les lacs qui permettent la fabrication de neige artificielle. Donc, c'était une retenue collinaire dans laquelle on stocke de l'eau à escient pour permettre de garder et de produire de la neige pour la belle saison, puisqu'on vient à en manquer. Donc on est sur effectivement, littéralement, du technosolutionnisme, de il nous faut de la neige, c'est les sports d'hiver, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait en faisant cette image-là, c'est qu'on est en même temps, à première vue, cette image se livre comme une image très apaisée d'une nature sauvage, voilà, dans ce qu'elle peut avoir de plus classique. Enfin, même pour moi, j'avais un peu en tête les calendriers des PTT où on avait ce genre de représentation comme ça, une jolie frise d'arbres, des montagnes au loin, un petit lac au premier plan. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment le truc parfait. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui amène un petit trouble. Et c'est d'ailleurs un élément dont je me sers dans les images. Souvent, dans cette série, j'ai toujours quelque chose qui est flou ou qui bouge dans les images. Et là, ici, on a l'impression presque d'une ébullition, en fait. En fait, c'est tout un système qui est dessous, qui brasse l'eau. En fait, concrètement, il n'y a pas de résistance et il n'y a pas un volcan en train de brasser, mais il y a un système qui brasse l'eau pour éviter qu'elle gèle, et en même temps, il faut que l'eau soit très froide, il faut qu'on soit toujours alors, je ne me souviens plus exactement, mais il faut qu'on soit autour de 0 à moins 2 degrés, donc c'est compliqué pour que l'eau ne gèle pas. Enfin, on est vraiment sur des critères très particuliers. Et donc, ça brasse et ça crée cette espèce de vibration et qui vient du coup contrecarrer ou en tout cas altérer cette idée d'une représentation d'un espace non anthropisé. En fait, on est complètement dans un espace investi et évidemment, il y a beaucoup de problématiques écologiques derrière. S'il y a des conflits autour de la nivoculture, c'est parce que ça crée des risques d'étiage, des stress hydriques en contrebas. Enfin, la neige, c'est bien, elle reste en haut, l'eau reste en haut, mais du coup, elle ne descend plus, donc il se passe des choses en contrebas, sans parler de l'énergie, tout ça que ça nécessite. Donc, c'est aussi ce que disait Emmanuel tout à l'heure, il y a une idée aussi de devoir repenser finalement les usages. Enfin, si d'un côté, on a un geste écologique et de l'autre côté, on court dans l'autre sens. Enfin, en tout cas, voilà, c'est... L'idée ici, c'est vraiment de poser cette question dans les représentations que ça vient à faire des montagnes. Donc voilà, sur cette image-là, en tout cas, c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Et chaque image, là il y a une douzaine de photographies dans la série, et chaque image vient comme ça, petit à petit, dresser un récit, un fonctionnement, et par petites touches, ça déploie une espèce de mécanique du paysage, de comment il est formé et comment il est habité, investi. Et comme là, c'est la troisième, donc il y a vraiment un ordre en tout cas de lecture pour comprendre comment est-ce qu'on véhicule dans le travail. La deuxième que j'ai passée très rapidement, et c'est très rapide aussi, c'est juste en bas de Saint-Gervais, là, en fait c'est entre le Fayet et ici. Et je tiens à en parler parce qu'en plus c'est celle qui vient parler directement de la RTM. Donc le gros morceau en tout cas abordé par Frédéric dans cette exposition. Et on est en fait sur un ouvrage qui a été fait
qui a été fait dans les années 50, je crois, et qui est entretenu, voilà, et qui a différents blocs de béton. Et ça vient c'est le Nant Vernay. Donc le Nant, c'est une rivière qui peut devenir un vrai torrent à un moment donné. Donc pour en maîtriser en quelque sorte la variabilité, on a mis des éléments en béton qui viennent casser, ou en tout cas diriger, endiguer un espèce de flux. Et là, c'est un technosolutionnisme en béton armé, voilà, massif, mais c'est aussi comme ça que la montagne a été domestiquée. Enfin, c'est toute cette histoire-là que j'aime à raconter. Et moi, en même temps, je suis allé en voir une trentaine de partout, assez loin même de Saint-Gervais, puisque j'étais allé rencontrer le responsable de la RTM en local qui a une mission de contrôle, vérifier que justement tous les espaces sont entretenus pour pallier au risque, justement. Et moi, ce qui m'a intéressé à cet endroit-là, c'est finalement l'espèce de braconnage qui est fait avec ce réel, avec ce bidon un peu dégueulasse comme ça, posé, qui permet aux voisins de capter un peu d'eau pour son jardin. Et en fait, il a bricolé un truc, on voit bien que c'est posé avec tout ce qui a été... c'est la totale bricole. Et cette idée de braconnage d'une société qui organise de façon comme ça, avec sa rigidité, et qu'au milieu de tout ça, il y a cette forme un peu d'improvisation et d'arrangement avec ce réel, ces bidouillages. Moi, j'y retrouve justement c'est des formes assez spontanées, enfin complètement spontanées, et que je trouve assez émouvantes et que j'aime avoir en récit se déployer parmi des solutions qui peuvent être beaucoup plus écrasantes parce que voilà, des registres ou qui, si on les potentialise dans 50 ans, peuvent être des formes d'État presque autoritaires. Enfin, voilà. Mais c'est différentes échelles. Parce que, tout à l'heure, je parlais d'échelle temporelle, mais j'essaie d'être aussi sur des espèces d'échelles d'action qui vont tant parler de solutions très techniques, des dernières recherches scientifiques, d'une réflexion sur c'est quoi l'ère dans laquelle on est en train de vivre, l'anthropocène, comment est-ce qu'on peut bouger, des combats écologiques et puis aussi des réalités économiques, humaines, d'habiter le lieu et d'habiter avec le risque. Donc, et c'est là où je trouve que tu parlais de curseur tout à l'heure, mais c'est vraiment une histoire de curseur que la résidence, en tout cas un temps long passé dans un territoire un peu à essayer d'en comprendre des représentations et d'en fabriquer, moi en tout cas me permet d'introduire dans les projets. Et à propos de cette photo, on retient cette idée qu'effectivement il y a cette articulation que certains verraient comme une confrontation, d'autres comme une coopération, entre ce qu'on peut appeler un paysage qui va s'imposer ou un dispositif d'aménagement qui s'impose, et puis une autre chose qui est une sorte d'agencement populaire voilà, de quelqu'un comme vous et moi qui va décider légalement ou non. Voilà. Et donc ça pose aussi la question de ce bricolage en fait, entre ces deux choses. Et je me demande si... Emmanuel, en voyant cette image, il y a des choses qui résonnent, alors peut-être dans Orgel, mais aussi peut-être plus largement dans votre approche de la nature des paysages, mais aussi de la façon dont je parlais de l'intérêt que j'ai sur la façon dont vous décrivez les dispositifs techniques. Est-ce que c'est quelque chose qui peut résonner dans votre travail, cette confrontation par le geste technique? Parce qu'il y a des descriptions très très précises de ce qui est fabriqué finalement dans votre travail. Voilà, est-ce qu'il y a des résonances entre votre travail et puis cette photo? Et justement, c'est étonnant que vous ayez choisi Les Adolescents Troglodytes. Je dis juste, il est publié sous un autre nom parce que depuis 2021, depuis Orgel, j'ai changé de nom. Enfin, plutôt, j'ai repris mon nom de naissance. Donc, Les Adolescents Troglodytes, c'est sous le nom d'Emmanuel Pagano, mais c'est moi. Je décrivais aussi des choses très techniques qui étaient comme quoi, quand on a une obsession, des confortements de falaises pour faire passer des routes. Voilà. Donc ça, c'était sur le Vercors. Et comment toutes ces personnes ont construit ces routes et comment on les confortait. À l'époque où je l'ai écrit, c'était en 2007, notamment en réutilisant des filets qui étaient posés dans les océans pendant la guerre froide, qui sont des filets anti-sous-marins et qu'on a, puisqu'il n'y a pas eu la guerre, repris et mis sur les... et ensuite, on a utilisé la même technique, c'est plus les mêmes filets, pour tenir, donc ces filets ASM, les filets anti-sous-marins, on continue à les appeler comme ça, pour tenir la montagne en train de s'écrouler déjà. Et j'avais vu, moi, quand j'habitais le Vercors, tout un pan de montagne s'écrouler sur une voiture qui est toujours dessous.
c'était assez impressionnant, ça avait résonné partout. Bon, et j'avais décrit tous ces gestes. Mais ce que je voulais dire, c'était que je dévie, hein, mais c'est pas grave. Sur cette photo-là, et sur j'allais dire la plupart, moi je crois toutes les photos de Bertrand, même quand il n'y en a pas, il y a des gens. Et ça, je trouve ça fantastique. Et il y a des histoires, c'est très narratif. Mais on se dit, ah là, il y a un type qui a fait ça. Ah là. Et d'ailleurs, sur les photos de RTM, c'est pareil. Moi, ce qui m'émeut, c'est que même quand on ne les voit pas, il y a des gens. Il y a des gens partout. Il y a des gens, on se dit, c'est une aile, mon Dieu, ça. Et ils sont montés faire ça. Et on les voit, les gens, on les devine. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, finalement, c'est pas la nature, c'est pas la montagne, c'est les gens. Et la confrontation des gens avec cette nature et tout. Dans Rodani, le travail que vous avez évoqué de Bertrand il y a 10 ans, il a suivi le Rhône de la source jusqu'à l'estuaire. Et il a interrogé, et il le disait quand il parlait de la résidence ici, j'ai rencontré un cristallier, j'ai rencontré un scientifique, j'ai rencontré il parle que de gens. Et pareil pour le Rhône, il a rencontré des gens et à chaque lieu précis, il a vu des scènes où il a fait parler les gens de ce qu'ils vivaient et du coup il les a fait refaire la scène avec un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un camion pour être un peu au-dessus, là, une nacelle, hein, voilà. Et du coup c'est des photos très belle et très étrange où on voit quelque chose de complètement incongru sur le lieu, notamment cette valise à roulettes dans la mer de glace. Ouais. Je m'en souviens. Et à l'estuaire aussi. Enfin bon, j'aime beaucoup ce livre. Et en fait, c'est ça, c'est que dans Rodani, les gens sont là avec leur histoire et leur scène. Et dans Recoller la montagne, il y en a beaucoup moins. Alors, il y en a quelques-uns. Hein. Là, par exemple, il nous parle de Macron et on voit un type avec sa fraise, là. Mais il y en a beaucoup moins, mais ils sont encore plus là, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment parlant, qu'on se dit, il y a un type, une femme, enfin quelqu'un qui a bidouillé un système, voilà. Et moi, c'est la même chose qui m'intéresse, finalement. Et quand je décris des gestes techniques, mais j'ai fait ça aussi, par exemple, pour le moulinage d'un ligné-fils, parce que je vais chercher même les termes du métier. C'est pour mieux parler des gestes et des métiers et finalement c'est pour mieux parler des gens parce que la technique dit les gestes. Voilà. Et je crois qu'en fait tout ce qui m'intéresse c'est ça, ça m'impressionne tout ce qui a été fait dans les paysages, comment on s'est prémuni des catastrophes, comment on a créé des routes. Des fois c'est vertigineux, c'est affreux ce qui a été fait et même quand c'est affreux, c'est émouvant. Enfin, moi, ça m'émeut, tous ces gigantesques viaducs. Je me dis, mais il y a des gens derrière. Il y a des gens qui sont montés faire ces photos, il y a des gens qui sont montés creuser les tunnels, il y a des gens qui... Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est comment... parce que tout à l'heure, on parlait de l'humain qui abîme la nature. Mais aussi, il y a l'humain qui vit avec la nature, c'est-à-dire, faut se la coltiner, moi, j'habite un paysage, mais magnifique. Franchement, c'est magnifique, mais faut le faire, quoi. L'hiver, on peut pas sortir. Enfin, c'est très hostile. Là où j'habite, c'est très hostile. D'ailleurs, il y a 7 habitants au kilomètre carré, donc c'est pas pour rien. Mais cette lutte-là, avec la nature, elle m'émeut, quoi. Et des fois, c'est vrai qu'on a poussé à force de... Parce que quand on va dans un paysage uniquement pour le consommer, ça peut pas aller, quoi. C'est sûr que ça peut pas aller. C'est que quand on y vit, et tant pis, on fait des petites machins comme ça, là. Mais c'est que quand on y vit qu'on peut l'appréhender, je pense, je sais pas. En tout cas, voilà, moi, j'essaie de décrire les histoires de ces gens. Et je crois que Bertrand, il fait la même chose. Et même si on ne les voit pas dans les photos. On ne les voit pas, mais effectivement, il y a cette chose que vous évoquez. Et puis, il y a aussi ce rapport texte-image que tu fabriques notamment, parce que ce n'est pas uniquement dans Recoller la montagne, mais notamment dans Recoller la montagne, tu l'as évoqué, on a donc cette image qui est souvent...
à fond multiple d'une certaine manière et qui va être renseigné aussi par un texte qui est quand même finement rédigé, qui fait partie de l'œuvre, qui permet aussi d'amener une lecture qui va un peu au-delà de l'explication, je pense, aussi, et qui ramène un point de vue. Donc est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de ça, de en quoi pour toi ça fait aussi partie de la photographie, et peut-être aussi nous commenter l'image qui est derrière nous, puisque Emmanuel a évoqué cette image en disant que Emmanuel Macron figurait dans la légende, donc on aimerait C'est terrible, la citation elle est terrible. on aimerait peut-être savoir ce que fait Emmanuel Macron dans cette légende. Donc est-ce que tu peux d'abord nous dire quelques mots, les principes en fait de cette rédaction ou de cette fabrication de l'image avec le texte, et puis après nous raconter aussi cette photo. Oui, alors la fabrication de l'image avec le texte, moi c'est quelque chose qui est très contrarié chez moi. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de travailler dans chaque projet de façon différente pour arriver peut-être un jour à être assez satisfait de la confrontation. On va dire que pendant des années, j'évacuais jusqu'à même la légende qui permettait de situer géographiquement le lieu, l'objet, arguant non sans une certaine arrogance liée certainement à la jeunesse, du fait que dès qu'on commençait à renseigner avec des mots un lieu, les mots adhéraient à celui-ci, et en fait on avait du mal, l'image avait du mal à regagner son autonomie. Il y avait toujours quelque chose qui inféodait l'image à un site, à une période, et du coup, une fois qu'on avait chopé l'information, l'image n'allait plus jouer ailleurs. Et c'était quelque chose avec lequel j'avais beaucoup mal à partir, donc j'ai utilisé différentes stratégies. J'ai fait écrire des gens que je mettais au début ou à la fin des expositions ou dans les livres ou au milieu des livres, enfin voilà, mais j'essayais de surjeter tout ce qui était dispositif légendaire sur le côté. Et en fait, ce projet-là a été pour moi l'initiation d'une nouvelle séquence que je poursuis maintenant depuis 6 ans, où j'essaie d'introduire un petit registre légendaire, voilà, en tout cas j'essaie de déployer ces différentes dimensions de récit. Je vais utiliser il y a un titre du projet qui a suivi, où j'ai fait un grand travail dans le cadre d'une commande, mais où j'avais une libre interprétation des paysages de la région Grand Est. Et en fait, le titre que j'ai fini par trouver pour désigner ce travail-là s'appelait Hyperlendemain. Et c'est presque un titre générique que je pourrais utiliser pour les autres projets, puisque c'est dire qu'on est toujours au lendemain d'une action ou d'une multiplicité d'actions. Et en fait, on n'est pas dans un seul lieu, mais on est dans un hyperlieu, un lieu qui concentre plein de récits, plein d'histoires. Et donc finalement, ces petits récits que j'essaie d'amener à côté des images, c'est un dispositif qui permet d'en augmenter l'histoire. Et j'essaie de donner ce qu'il faut pour en comprendre une mécanique, mais de ne pas désigner finalement ce qui se passe dedans. Dans cette image-là, dans ma légende, une seule seconde, je parle du bidon, du braconnage, de tous ces concepts-là. Je parlais de la RTM. Voilà, je déploie un peu le truc, j'explique ce que c'est qu'un an, parce que justement, il y a cet amour aussi, et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié énormément dans le travail d'Emmanuel, c'est que dès qu'on ouvre un de ses ouvrages, tout geste technique, toute histoire est décortiquée, et puis après il y a tout un jeu avec le langage avec lequel tu fais résonner les mots, et ça prend des dimensions qui partent très loin et qui ont une très forte charge poétique. Mais il y a vraiment un travail de documentaire, presque même d'orpailleur, en tout cas de chercheur d'or. Tu tamises le dossier, et à la fin, on est avec toute la mécanique qui permet de comprendre finalement comment les choses se sont faites à cet endroit-là. Donc c'est vraiment très, très descriptif. Et donc j'essaie, moi, voilà, dans ces micro-récits que j'associe aux images. Donc, après, j'essaie, selon les dispositifs, de les montrer de certaines façons. Ici, je les avais montrés initialement, c'était un cadre qui reprenait 5 légendes à chaque fois. Donc on était avec un bloc de texte, de gros textes, mais qui était dissocié d'être sous les images. Donc à chaque fois, voilà, il y a ces jeux-là. Et après, pour en donner un peu la
la saveur. Je crois que j'ai glissé les jambes dans l'orgel, c'est dire quelque chose. Mais donc pour dire celle-ci, pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc j'étais en résidence exactement à ce moment-là, donc là je vous le dis, c'est le en off. Moi je suis allé faire les images le 14 février, rien à voir avec une quelconque Saint-Valentin, j'étais seul à bloquer en plus du coup au Montanvert, puisqu'il y a eu une panne électrique qui fait que pendant toute la matinée, en fait je suis monté avec la déneigeuse, donc à 5h du matin, il y a la déneigeuse qui part et qui permet de nettoyer l'accès, et après il y a eu une panne électrique et on a tous été bloqués, enfin tous, on était juste 4, bloqués pendant jusqu'à 13h en haut, à ne même pas savoir s'il n'y avait plus de réseau, il n'y avait rien, en fait on ne savait pas quand est-ce que ça allait se débloquer, pourquoi il y avait une panne, enfin voilà, il y avait un petit moment un peu suspendu, mais ce qui est intéressant, c'est pas du tout ça. Donc la légende, c'est Belvédère du Montanvert, mer de glace, Chamonix, voilà. Février 2020. Les 12 et 13 février 2020, le président de la République française, Emmanuel Macron, donc moi j'y étais le lendemain, se rend à la mer de glace et rencontre des glaciologues et écologues. Il annonce à Saint-Gervais un arrêté de protection naturelle afin de lutter contre les usages contrevenant au respect de la nature en montagne, surfréquentation touristique et incivilité, trafic automobile et poids lourds, ou encore la pollution par le chauffage. On estime aujourd'hui que la mer de glace recule de 8 à 10 mètres par an. La température moyenne observée près du massif du Mont Blanc a augmenté de 4 degrés entre les années 50 et les années 2000. En 2019, 80 marches ont dû être ajoutées au très long escalier qui descend de la plateforme du Montanvert au glacier. Et là, je cite Emmanuel Macron, « Sans doute avons-nous trop tardé », dans son intervention officielle. « Ce sera le combat du siècle. Il impose l'impatience, la détermination et d'agir vite. Vive la nature, vive la République, vive la France ». Et l'intérêt de venir convoquer un discours politique comme ça, qui vient, en plus c'est la dernière image du truc, c'est en quelque sorte dire, bon ben, voyons ce qui va se produire maintenant à partir de ces grandes déclarations. Et moi, après, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est à travers cette image-là, c'est déjà un geste qui peut paraître comme ça quasiment inutile. Enfin, quelqu'un qui est en train de déneiger un endroit qui est intégralement blanc, et on est sur un belvédère et on ne voit rien. Et en plus, à un moment où on parle de dérèglement climatique et il va y plus avoir de neige, on est saturé. Enfin, bref. Rien qui, dans l'image, en fait, permettrait directement d'être justement sur ce que j'essaie d'éviter, quelque chose qui vient pointer, dire ah, c'est bien, c'est pas bien, enfin de dire voilà, les réalités sont multiples et complexes, et je trouvais ça intéressant finalement d'amener là aussi ces différents registres, y compris le politique, qui quand même, en tout cas, va amener plus ou moins de technosolutionnisme sur la possibilité d'habiter la montagne et de l'utiliser dans les années à venir. Merci pour ce décryptage. Donc c'est rigolo parce que quand Emmanuel Macron dit « Vive la nature, vive la République, vive la France », il dit exactement ce qui aurait pu être dit en 1882 quand on vote la 3e loi dite de restauration des terrains de montagne, puisque l'idée aussi de restaurer, donc d'aménager et de moderniser les territoires de montagne, c'était aussi de les faire rentrer dans la logique organisatrice et homogénéisatrice d'un État au nom d'une République et d'un bien commun. Donc en fait, Emmanuel Macron, il aurait vécu en 1870 qu'il aurait fait le même job, et donc c'est drôle aussi que tu évoques cette citation-là, cette allocution-là du président à ce moment-là, et justement dans cette expo, parce qu'on fait une sorte de boucle. Alors, on ne sait pas trop dans quelle faille spatio-temporelle on est tombé, mais en tout cas, il y a des sortes de répétitions qui se font. Je vois que l'heure tourne, donc... Je voudrais juste dire que Bertrand et moi, on se connaît, et on a travaillé tous les deux sur, on va dire, autour de la catastrophe de Saint-Gervais, des RTM et tout ça, au même moment, sans le savoir, sans se l'être dit. On s'en a aperçu après, trop tard, pour éventuellement faire quelque chose. C'est drôle. Ouais. C'est drôle. Oui, c'est super. Ouais. Merci, un grand merci à vous, merci Emmanuel, merci Bertrand pour cet échange. Toi aussi, tu as le droit à un joker. J'ai le droit à un joker. Non, mais du coup, moi, je monte des images et je me retrouve à lire quelque chose, mais j'aurais bien aimé qu'on lise quelque chose d'Emmanuel, parce que
parce que pour le coup, elle écrit autrement mieux. Et je sais pas, il n'y a pas... Alors moi, j'ai chopé un truc, mais... Je marche avec ma sœur vers le clair. Je monte les marches de la disparition du vert, de la disparition du sombre, vers la toute-puissance du ciel et de la pierre. Je m'arrête au bord des névés et je mesure ce que nous avons monté. Depuis ce matin, notre marche a étagé le paysage, qui change de palier en palier, de saison en saison, dans une verticalité des climats. Avec le réchauffement climatique, on saute un étage. On saute une marche, ou plutôt on redescend d'une marche. L'hiver s'est rétracté vers le haut. Il y a d'abord eu, autour puis au-dessus de la grange, l'aurore des prés, des bois défrichés, et sur l'autre versant, la forêt dense et sévère qui nous montrait sa nuit, une nuit plus sombre que la nôtre, là-bas, en face de nous. Cette en face impénétrable, nous avons vécu, un peu plus bas, dans l'ombre triste des mousses et des ternes lichens, sur les arbres resserrés, cette nuit épaisse que nos ancêtres paternels ont débardée pendant des siècles pour arracher quelques pâtures à l'obscurité. Nous sommes montés, quittant la nuit d'enfance qui semblait nous regarder. Le jour nous a rejointes et nous avons traversé la forêt de feuillus. Plus nous montions, plus la forêt, surplombant notre vallée profonde, s'est clairsemée, s'ouvrant dans les dénivelés et jetant distraitement sa lumière sur les brouillards restants, une forêt de plus en plus fragile et pourtant protégeant encore nos lointaines habitations des crues, des glissements de terrain, des chutes de pierres, des avalanches. Nous montions encore et la forêt, momentanément ensombrie de résineux, se dispersait de plus en plus, se soumettant aux landes basses, aux prairies ponctuées d'arbres isolés, revenant parfois dans des forêts d'aulnes verts, quelques broussailles, toute une végétation décidée par le torrent. Juste après la zone de combat, là où les arbres et les arbustes se battent encore avant d'abandonner leur majesté, ne se devinant plus qu'en plongée, nous avons reposé nos forces dans les larges nardales vidées des bêtes. Nous avons contourné les épais rhododendrons, éteints et compacts, puis seuls quelques vernes accablés, courageusement accrochés au terrain de plus en plus avare de minéraux, ont compliqué nos pas. Enfin, la montagne, dans ses hauteurs échancrées, s'est déshabillée, griffée de lignes courtes, tatouée de lichens à même le sol, légèrement fardée de pelouses rares, puis plus rien. Seulement des pierres à nouveau, des éboulis à n'en plus finir où nous avons peiné. Plus aucune végétation, sauf quelques lichens encore, incrustés dans la roche parfois si verticale qu'elle semble une impasse, et quelques herbacées tenaces, fières dans la retraite des fissures où elles se sont enracinées. Et là, juste en dessous des neiges, le soleil s'est jeté sur nous. Je déplie mon écharpe de coton pour couvrir ma tête et ma nuque, j'ajuste mes lunettes de soleil sur mes yeux. Ma sœur sort les siennes et s'engage sur le premier névé. Je m'inquiète de son crâne exposé, si peu protégé par la repousse encore timide de ses cheveux. Elle n'a ni chapeau ni écharpe. Elle se retourne vers moi, me fait signe d'avancer, resplendissante. Nous traversons les névés qui s'enchaînent. Ordinairement écrasés par les randonneurs, ils sont aujourd'hui épaissis par leur solitude reconquise, blanchis en une dizaine de jours à peine, sans doute par de très récentes neiges, ou peut-être par le vent qui gomme si vite à ces hauteurs toute trace de pas. Est-ce que ça fait 10 jours seulement que nous sommes seuls dans la vallée? Je n'arrive plus à compter. 10 jours et déjà une neige éblouissante. La lumière partout nous assaille, nous bifurquons pour chercher l'eau qui nous appelle en contrebas. Merci. On terminera sur ces mots. Merci beaucoup.